les grands Bandundu entendent les résoudre. Alors, je commence par le premier point, la géographie humaine et économique d'abord et humaine. L'espace Grand Bandundu, naguère province de Bandundu, est composé de 3 nouvelles provinces, le Kwango, le Kulu et le Maïno. Il comporte de vastes forêts faisant partie de la cuvette centrale, dans sa partie nord, des galeries forestières et des savanes dans l'ouest, notamment dans les plateaux de Vatiki et de Luna. Cet espace a une superficie globale de 295 650 km², soit 12,5% de la superficie totale du Congo, pour une population estimée entre 9 et 11,5 millions d'ans. Vous savez, il n'y a pas encore de recensement. C'est près du 10e de la population de la RDC, estimée à 100 millions d'habitants. Je conclus, il y a donc suffisamment d'espace pour toutes sortes de spéculations agricoles et il y a suffisamment de la main-d'œuvre pour le développement de notre grand espace. Le pays du Bandundu est réputé agro-pastoral. Son sous-sol n'a pas été prospecté durant la colonisation en raison du rôle de pourvoyeur de denrées agricoles lui imparti. Cependant, de nouvelles opportunités s'offrent à lui. J'ai cité la découverte du pétrole tout au long de la rivière Kassai, notamment dans les Djouma-Sia, mais aussi l'enjeu que représente l'économie verte dans un espace faisant partie de la cuvette centrale, aujourd'hui boosté par le changement climatique. Deuxième chapitre de cet exposé, notre histoire de peuple industriel. À quelques encablures d'ici où nous sommes, à Guimont plus précisément, était logé un parc agro-industriel de la SECA. Tout au long de nos rivières, Kassai, Kulu, Kwango, Lija, Bruyé, il y a un demi-siècle de huileries, des grands majors industriels tels que le PLC, la SECA et ASPECA étant d'autres. Dans nos savanes, l'élevage du gros bétail constituait une source importante de protéines animales. J'ai fait mon mémoire de licence sur l'élevage du gros bétail du territoire de Massalimba. J'ai pu affirmer qu'il y a un demi-siècle, les petits porteurs partaient de Kinshasa pour s'approvisionner en viande fraîche au marché des viandes de bœuf qui se tenait à Massalimba chaque mardi. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est triste, mais c'est la réalité. Les populations mangent du foufou avec les noix de cola. Il y a une trentaine d'années, un fils du terroir, André Boboliko, et à son nom pour ne pas les citer, a conçu une brasserie ici à Rambouillet. Toutes ces activités faisaient la fierté de nos provinces. Par exemple, en 1963, la province du Kwilu, pilotée par M. Robert Norbert Letta, avait remporté la palme de la province pilote du Congo. Donc, c'est pourquoi on nous appelle quartier latin, parce que c'est nous qui faisons marcher la locomotive. Sur le plan intellectuel, vous le savez. C'est pourquoi on nous dit le quartier latin de la RDC. Nous étions également réputés pour être l'une des régions des grands opérateurs économiques. Les territoires où les zones telles que Diofa, Kwilu, Niadi, notamment Karagwe, ont marqué les esprits par leur performance commerciale. On s'attendait qu'avec l'accumulation de richesses générées par le commerce, que ce territoire passe du mécanisme traditionnel à l'industrialisation. Malheureusement, le contraire est la pire réalité. Nous sommes un peuple industriel. Dans la continuation de la tradition de nos ancêtres forgerons, nous avons modernisé
certaines techniques et outils. C'est ainsi que la pirogue a été transformée en baleinière en bambou. L'une des palmettes extraites après l'effondrement des entreprises que je venais de citer par la technique de malaxage. La production de la chicoine a connu aussi des progrès notables en passant de la chicoine dure à la chicoine peinte. Et nous pouvons faire plus encore. Les apports des technologies étrangères ont été aussi assimilés et adaptés à nos réalités. C'est notamment le cas de la pisciculture, introduite dans les années 1960 par le corpus américain. Elle est devenue un fait de société qui nous permet de lutter contre le poisson. Vous savez, les États ont littéralement envahi les lits des rivières. Malheureusement, le Grand Bandundu a été victime d'un retournement de la conjoncture avec des cataclysmes qui ont pour nom rébellion, réalisation, malgouvernance, qui ont englouti tous ces atouts. J'ai cité le plus dévastateur de tous, le refus du président Mobutu d'octroyer aux entreprises minières touchées par la rébellion telles que le PLC et le CK des subventions pour leur relance. Par ces refus, les dictateurs entendaient punir les populations pour leur soutien actif à la jacquerie paysanne de Pierre Moulet, ce qui a été interprété comme la non-assistance à peuple en danger. Et voilà qu'aujourd'hui, on range notre espoir dans la catégorie des provinces qui n'apportent rien au budget de l'État. Troisième chapitre, les enjeux et défis à relever. Qu'est-ce qui bloque la machine aujourd'hui? J'ai difficile à répondre à cette question. Et je voudrais m'appesantir sur les facteurs locaux en partant du constat que le climat des affaires affecte tous les opérateurs économiques du pays à peu près de la même façon. C'est à peine un ou deux opérateurs économiques qui sortent du lot et qui restent cantonnés dans la capitale. C'est à peine que quelques-uns investissent dans l'hôtellerie. Je remarque que les opérateurs expatriés, ce qui est une bonne chose, commencent à s'intéresser au Grand Bandundu comme cela peut s'observer dans la ville de Kikwit et un peu ici à Bandundu. Mais cela ne suffit pas. Vous me permettrez de passer en revue la situation des secteurs importants ainsi que le blocage y afférent. Je commence par le départ. Je constate que la grande ressource du pays de Mouenké, l'Engassi, n'attire pratiquement pas les investisseurs. Il paraît que la ville de Bandundu est la moins visitée de la République. Peut-être que la concurrence de l'huile asiatique, notamment de la Malaisie produite avec un coût moins, ferait peur. C'est un paradoxe, parce que la Malaisie et d'autres pays de l'Asie de l'Est, j'ai cité le Vietnam, qui produit la variété de riz appelée les riz avec un rendement plus élevé que chez nous, où ce riz est parti, ont utilisé notre découverte des minéraux pour se hisser à ce niveau. Délaissée par les gros producteurs, l'exploitation des villes a été récupérée par les petits producteurs appelés des malaxeurs. C'est là une idée ingénieuse, ça prouve que nous sommes un peuple industriel, comme je le disais, qui produisent une huile végétale brute. C'est le créneau que les gros investisseurs devraient exploiter en aval, en suivant l'exemple de la firme Sulfo. Dans les années 1990,
la société SIFO, sous la direction de l'arrière-pays du pays, sous pour ne pas les citer, avait eu l'idée d'intégrer les malaxeurs dans sa chaîne de production. Il achetait lui des palmes brutes auprès des malaxeurs qu'il raffinait dans son usine de Kinshasa. Nous attendons le retour de vos investisseurs. Nous pouvons espérer que l'expérience de la nouvelle huilerie de Vanda fera tache d'huile dans un secteur houillé déserté depuis les années 1970. Le deuxième secteur ou ressources, les élevages du gros bétail. Je disais tout à l'heure que l'élevage du gros bétail est l'une des vocations de notre espace. Nous sommes un espace agro-pastoral. Malheureusement, ces élevages qui employaient beaucoup de petits éleveurs ont été décimés par des espèces venues de l'Est du pays. On en sait un peu plus sur la stratégie de décimer tous les secteurs de cet espace dont le but apparent était de s'octroyer un monopole après le naufrage du secteur. Tout a commencé dans les années 2000 par les achats massifs de Génis à prix d'or, $300 américains, contre les 200 du marché. C'était bien sûr alléchant pour les éleveurs de vendre leur Génis. La destination pays passé Génis demeure assez souvent inconnue. Mais ce qui est écœurant que cela a été fait ou rendu possible grâce à la collaboration active des fils du terroir. Après avoir épuisé les génisses, les vaches venues de l'Est, assurément contaminées par un virus, ont littéralement décimé ce qui restait du secteur du Kouloukwambi. C'était hors déluge, avec des suicides innombrables dont les populations ne se sont pas encore remises. Et nous disons, pour la relance de cette importante activité, le gouvernement est appelé d'abord à éradiquer ce virus. Troisième ressource, le poisson et la grue. Comment ne pas évoquer les deux principales ressources des Maïdons? Le poisson et la grue. Des contraintes techniques pèsent malheureusement sur leur production. Pour le poisson, il faut créer une chaîne de valeur allant de la pêche à la commercialisation, en passant par le traitement du poisson sans conservation dans les foires et les transports. Cela exige beaucoup de capitaux. S'agissant du bois exporté à l'état brut, sa transformation locale devient une urgence pour créer de la valeur ajoutée des emplois et des revenus. Son exploitation irrationnelle soulève des problèmes écologiques à cause de l'épuisement des espèces et des vraies nécessités de leur boisson. L'énergie électrique, quatrième ressource. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de sites pouvant générer de l'énergie hydroélectrique. Cependant, deux sites hydroélectriques importants, une fois exploités, peuvent couvrir les besoins du Grand Bandundu. Il s'agit des sites Kokabola, dont la production est achevée, et les sites Lipens, dans le sud du territoire de Massimaniba, plus puissants que le Kokabola. Bandundu, quant à elle, dispose d'un avantage d'avoir une énergie électrique abondante et stable. À tout seigneur tout honneur, il faut remercier et féliciter son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir manifesté une volonté de parachever le projet Kapobola, qui aura mis plus d'une décennie avant que le fil du couloir au pouvoir faisait traîner les choses. Je termine par le dernier secteur qui nous fait rêver,
ce sont les hydrocarbures. Elles ne sont pas encore exploitées, mais elles constituent la grande promesse du décollage de l'espace Grand Bandundu et pourront faire de nos provinces l'Eldorado des investisseurs, comme le sont les minéraux. C'est pourquoi Bandundu-Ville doit sortir de son enclavement et se transformer en un hub industriel poussé. Je dirais même que Bandundu-Ville mérite d'être érigée en zone économique spéciale. Trois facteurs y plaident. Elle est avant tout un nœud fluvial important reliant à Kinshasa qui quitte et illégaux. En plus de cette position géographique privilégiée, elle dispose, comme je le disais tout à l'heure, d'une énergie électrique abondante et stable. Et enfin, le troisième facteur, c'est les perspectives d'exploitation du pétrole et de ressources recyclées. Pour clore sur les contraintes qui obstruent le développement de nos provinces, il y a lieu de citer l'insécurité qui règne dans les quartiers de la Téké, qui fait que Bandundu enclavé, j'ai même vu que quelque part que c'est la ville la moins visitée de la RDC. Il y a le mauvais état des routes et des sites agricoles qui enclavent les villages, la carence de l'énergie électrique qu'Okabola a lui seul ne peut combler et les manques d'institutions financières. Je termine par ce que je considère comme un regard vers l'avenir. Les perspectives. Les peuples ne pleurent pas. Les peuples développent la résilience. Et nous n'avons pas l'excuse de pleurnicher. Nous devons nous mettre debout avec le président Félix-Antoine Tshisekedi pour tirer le meilleur parti de ce qu'il est en train de réaliser. Le gouvernement a adopté une politique volontariste pour l'entrepreneuriat, notamment les jeunes. Le ministère de l'entrepreneuriat et les services spécialisés sont en place pour la réalisation de son rêve de la revanche du sol sur le sous-sol. Et celui d'offrir à la jeunesse que vous êtes, qui compose 70% de notre population, des opportunités de créer des PME et bien sûr l'espoir d'un avenir meilleur. Il y a une structure financière qui aide les jeunes, décidés de prendre des risques, à laquelle s'ajoute le fonds de promotion de l'industrie. À côté de ces structures officielles, il y a bien sûr les réseaux d'institutions financières qui distribuent les crédits. Nos jeunes, vous êtes, doivent exploiter les différents créneaux financiers que nous venons dégrainer afin de créer des petites et moyennes entreprises comme facteur de développement. Que conclure, je l'ai fait avant, peut-être pour ma partie parce que mon collègue lui va entrer dans les chiffres, comme il est l'homme du développement. J'ai brossé tour à tour les fortes potentialités naturelles et humaines de notre espace, son historique économique glorieuse, son histoire économique glorieuse, les causes de l'effondrement de l'économie du Grand Bandundu et les perspectives qui s'offrent aujourd'hui. J'ai toujours pensé, et mon collègue José Kumabweni, que les provinces qui accusent un retard en matière de développement comme le Grand Bandundu devraient bénéficier d'un traitement spécial avec un programme de sauvetage d'urgence. Il appartient dès lors à nos autorités du gouvernement central et provincial d'accompagner les opérateurs économiques par la création des conditions de développement ou le bon climat des affaires à travers la mise en place des cellules d'intelligence économique pour analyser
rechercher les voies et moyens pour la mise en valeur de ces ressources. La planification du développement, notamment la gestion rationnelle des ressources naturelles, il ne faut pas oublier qu'elles s'épuisent. La recherche des partenariats pour attirer les capitaux, la technologie et le savoir-faire. Je pense en particulier au pétrole dont personne ne parle. Honorable Excellence, révérend, camarades étudiants, j'ai terminé avant de passer la parole à mon collègue. Révérend, chers camarades, c'est un privilège pour moi et en même temps une fierté de me tenir devant votre auguste assemblée pour partager avec vous ce qui a tenu mon cœur pendant longtemps quand mon collègue, le président du conseil d'administration de Jérusalem, m'a proposé d'intervenir. Merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez de pouvoir partager quelque chose avec les nôtres. Et mon objectif, c'est ce que, en sortant de cette salle, que vous ayez une appréhension sur quelque chose que longtemps vous a tenu esclave ou ignorant, mais que nous tous, nous devons prendre conscience pour un bon départ. Sur le contexte, sur les ressources de notre terroir, je n'y reviens pas, je vais le survoler. Mais je vais beaucoup plus m'appesantir sur l'aspect mondialisation dont il a parlé et un plan de sauvetage s'il faut aider la grande province de Bandundu. Par où commencer, avec quels fonds, comment les obtenir. C'est ainsi que mon exposé, naturellement, contient deux parties. La première, c'est le contexte, qui lui a grandement évoqué. Mais moi, je vais plus m'appesantir sur le plan de sauvetage et la partie mondialisation. Parce que les enjeux sont sur la période de la mondialisation, de l'économie, de l'intelligence économique stratégique, de la géopolitique. Vous entendez parler de ces concepts, d'autres seront confrontés dans la responsabilité, mais il faudra le savoir pour ne pas naviguer à vide, pour commettre des erreurs qu'on ne saura pas réparer facilement. Parce qu'il y a des erreurs qui sont difficiles à réparer dans la vie. Ainsi dit, concernant le contexte, il a déjà parlé et moi je vais peut-être parler de la problématique dans ces contextes en rapport avec le plan de sauvegarde. C'est quoi la problématique dans ces contextes du plan de sauvegarde? C'est transformer le Grand Bandundu d'une économie de subsistance et d'extraction brute à un pôle de structure de croissance économique, d'industrialisation et de création d'emplois. L'objectif visé, c'est quoi dans tout cela? C'est évidemment, il a parlé de désenclavement, d'assurance énergétique, de relance, agriculture et agro-industrielle, développer l'industrie du bois, tout ça il en a parlé. Mais par où allons-nous commencer? Si jamais un pactole ou un paquet d'argent tombé pour le fils unique, les filles des grands Bandundu, quels sont les axes prioritaires ou urgents que vous pouvez commencer et comment vous allez les aborder? C'est ainsi, il a d'ailleurs beaucoup parlé. Moi, je parle de développement énergétique. Je remercie, nous avons un président de la République qui a un grand cœur, qui n'a pas attendu pour s'investir là-dessus. Voilà, on est en train d'inaugurer la Cobra, mais nous avons plusieurs autres sites qu'on peut faire avec plus de puissance énergétique à desservir le village environnement. Il a parlé de chiffres par exemple de 8 terres. Et c'est aussi un ajout dans tout cela. Et quel est l'objectif dans cette
dans cet acte, le premier, il y en a 4. C'est plutôt le premier, l'objectif c'est quoi? Créer une base énergétique pour l'industrialisation, le PME et l'entrepreneuriat de jeunes en milieu rural. Sans énergie, rien ne peut marcher. Il vous a dit que je étais membre de l'IDPS, évidemment je l'étais. D'ailleurs, pour votre information, de 2005 à 2011, j'étais le président sectionnel IDPS Texas, dans la ville de Dallas, et de 2011 jusqu'aux élections, vice-président fédéral de tous les États-Unis de l'IDPS. Alors, notre président Étienne nous disait ceci: le développement de la RDC partira de l'énergie. Dès lors qu'on a électrifié tout le pays, tout se déclenche. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien, il y a encore des choses à voir. Deuxième axe, désenclavement. Il a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais quel est l'objectif de ce désenclavement? Dans l'enclavement, dans le plan de sauvetage, j'avais proposé 1000 km de routes agricoles, construction de 20 ponts stratégiques. Je dis bien stratégiques, selon nos 3 provinces, Kouamoukou, Mandombe. Il faut qu'il y ait des ponts stratégiques qui relient l'une ou l'autre province, et puis développement de ports fluviaux, puis le Kouamoukou Indien, pour connecter aussi. Et l'objectif c'est quoi? Connecter les zones de production aux différents marchés de consommation. L'axe 3, c'est la relance plutôt agro-industrielle. Il a parlé. L'objectif, c'est passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. Combien ça nous coûtera? On le verra. Le 4e axe, c'est l'industrialisation de bois. Nous avons nos bois qui sont en train d'être coupés sauvagement. Et maintenant, il faut le transformer. Et pour votre information, je viens d'un pays le plus développé au monde. J'ai séjourné pendant longtemps sans y revenir au pays. Le meuble en bois coûte extrêmement cher que ce qui est fabriqué en mélange d'alliage, d'uranium, plastique de consommation. Pourquoi le bois est extrêmement cher en Occident? Pas seulement aux États-Unis, même en Europe, c'est la même chose. Donc, pensez à la valeur du bois. Mais nous avons des forêts et des forêts ici. Regardez ce qui peut être les enjeux sur le plan mondial. On y reviendra. Le tout dernier axe, c'est la gouvernance économique. Ici, c'est la lutte contre la prédation administrative et la réforme du cadastre foncier, avec évidemment diminution de la corruption. C'est un virus qui menace tout le monde, comme ce que nous avons étudié à l'école primaire, et les animaux malades de la peste, je ne sais pas si c'était aux humanités ou quoi. C'est un mal qui sème la terreur, un mal qui sème la fureur. Tous sont atteints, mais tous ne sont pas morts, c'est vrai. La corruption, c'est vraiment une gangrène qui n'épargne personne. Mais il y en a qui ne sont pas morts, c'est qui résistent. J'espère que vous, votre génération, si nous on a échoué ou que nous titubons encore, vous ne devriez pas être de ceux qui échouent ou qui titubent. Pourquoi? Parce que nous vous donnons et nous vous avertissons sur les enjeux. Alors, la stratégie de financement. Évidemment, ici, il y a plusieurs façons de trouver comment le financer. Il y a les partenariats public-privé qu'on appelle PP, et puis nous avons le fonds du Grand Bambou que l'on peut créer. Il y a le préfinancement par ressources naturelles. Alors, le budget global estimé selon le rubrique qu'il s'agit de l'énergie, de l'infrastructure, de l'agro-industrie, bois et industrie, gouvernance, ça nous donne à peu près 2,8 milliards de dollars. Nous pouvons trouver ces fonds par plusieurs canaux. Donc, le gouvernement peut nous accompagner. Évidemment, il y a plusieurs structures qui peuvent nous accompagner. Il y a aussi la diaspora. Je vous informe que votre terroir a une diaspora énorme et considérable en dehors du pays ici. Si vous le bousculez, si nous le bousculons ensemble, nous pouvons trouver ces fonds. Donc, 2,8
comme estimation dans tout cela? Évidemment, énergie, on a déjà un pas là-dessus, 500 millions en mieux, infrastructure 800 millions, 1,2 milliard, agréé 600 millions. Donc là, c'est le plan de relance. Comment sauver cette province en très peu de temps, avec quel fonds? C'est ce que je donne. L'impact, c'est quoi? Il y a l'impact, il y a aussi le risque. L'impact, d'abord, c'est la création de 500 à 1 million d'emplois, selon les estimations, les simulations que je fais. Et c'est la stabilisation socio-économique. Évidemment, cela pourra aussi réduire les disparités sociales entre nos provinces. Aucune province ne se sente pas marginalisée, au moins développée ou sous-développée par rapport à une autre. Mais c'est d'amener les grands membres de nos provinces, mon collègue l'a dit, à une zone économique spéciale. Ce qui est vrai, cela est possible. Vous, peut-être, vous êtes en train de vous sous-estimer, mais je sais qu'il y en a qui ont peur de vous. Qu'une fois ceci arrivé, donc c'est compliqué. Vous savez pourquoi il a parlé qu'on nous appelait quartier en latin? C'est parce que dans notre terroir, il y a beaucoup de gens, d'intellectuels, qui réfléchissent et qui réfléchissent plutôt, mais qui n'arrivent pas à s'unir. C'est ça le virus aussi, le Bandundu. Une fois unis, je vous dis qu'aucune province ne peut égaler le grand terroir des Bandundu. Peu importe celle qui nous branche des minéraux, des systèmes consorts. Mais dans la partie mondialisation, je vous en parle. Même tout ce que nous avons comme ressources naturelles et humaines, je vous dis que vous n'êtes pas des gens qui doivent se plaindre, moins encore se sous-estimer. Vos frères et vos sœurs qui sont à travers le monde ici sont prêts à relever le défi. Et ça, c'était l'avantage que nous avons. Alors, il y a aussi les risques de la corruption, de la mauvaise gouvernance, des conflits fonciers entre les provinces et l'inefficacité de partenariat. Alors, parlons maintenant du deuxième aspect qui est la mondialisation, la géopolitique, l'intelligence économique stratégique, la géoconfluence. Vous entendez toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes les ressources possibles. Vous pouvez avoir toutes sortes d'experts, professeurs, techniciens, qui seraient encore avec autant de diplômes. Mais si vous ignorez les enjeux de la mondialisation, vous allez taper à côté. Vous allez tout noyer en rond. On va vous utiliser comme une farine qu'on va péter comme ça, au point où vous dégoûtez le monde, vous commencez à haïr tout le monde, vous pouvez aller vous suicider si vous n'avez pas la force mentale. Parce que tout se joue dans le mental et dans la résilience, comme l'a dit mon collègue ici. Alors, ignorer ces aspects, vraiment, c'est fatal. Non seulement pour un terroir, pour un individu, mais pour l'ensemble de la République. C'est quoi la mondialisation? Je vais y aller trop vite, mais je vais revenir dans le contexte de notre terroir pour concilier ce que la mondialisation peut faire et les erreurs que nous ne devons pas commettre pour tomber dans cette erreur. La mondialisation est venue après les indépendances. Quand on a accordé les indépendances à tous les pays du tiers-monde, on a compris par la suite qu'il y en a qui avaient l'éveil de conscience pour protéger leur terre. Ils ont amené la mondialisation que le brisement des barrières géographiques. Alors, comme cela ne suffisait pas, ils ont ajouté un autre aspect qui est venu. Par la suite, c'est quoi? C'est l'intelligence économique stratégique. Mais qu'est-ce que la mondialisation nous a amené? La mondialisation n'a pas amené seulement des opportunités, mais des conflits. Comment d'abord? Ils ont des branches et qu'ils ont utilisées pour pouvoir contrôler et dominer le monde, entre autres la Banque mondiale, les FMI et le média. Et puis ils ont ajouté d'autres structures qui sont d'ordre civil, tout comme juridique et militaire. On parlera de l'OTAN, donc le pays qui ont signé des accords et puis se protéger, ne pas agresser les uns les autres. Civils, on parlera de la Cour pénale internationale, économique et politique, on a donné à des structures comme la Banque mondiale, les FMI. Et avec quel rôle? Avec le rôle de l'ajustement structurel pour la Banque mondiale et le contrôle des économies. Et là, ils ont créé des agences qu'on appelle agences de notation. Agences de notation comme le Standard Moody's. Et ce sont des agences de notation. Il n'y a pas que ça, il y a le FIT aussi, il y en a plusieurs. Et ils ont aussi
créé des cabinets d'audit comme KPMG, Ernst Young, de WaterPriceCoopers. Ce sont des agences qu'ils ont mis pour contrôler. Et quand votre pays n'est pas dans les critères qu'ils ont fixés, on dirait que votre pays, c'est un pays à risque, où le climat d'affaires n'est pas bon. Malheureusement, vous allez constater que dans les pays dont ils parlent à risque, ce sont les entreprises étrangères qui fleurissent, qui prospèrent plus que les entreprises locales. Ils les font à dessein. On peut tasser votre pays d'un pays à risque ou d'un pays dont le climat des affaires n'est pas, selon les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et là, ils utilisent quoi? La manipulation. La manipulation regorge trois sortes d'informations qui sont la mésinformation, la désinformation et la malinformation. La désinformation, c'est une information erronée. La personne qui donne l'information ne sait pas que l'information est erronée, il la donne. Mais la désinformation, c'est une information dont la personne qui donne l'information sait qu'elle est erronée, mais il la donne malgré lui. Mais la malinformation, c'est une information que la personne donne, sachant qu'elle est erronée, et il la donne dans le but de nuire. C'est ainsi que souvent on a confié déjà des trucs comme ça à des médias. Il y a certains médias qu'on utilise pour cela. Alors, la mondialisation a mené la géopolitique, et d'abord l'intelligence économique stratégique. C'est quoi l'intelligence économique stratégique? C'est un guide, on dit que le temps passe, mais c'est la partie la plus importante dans le plan de sauvetage que vous aurez. Si vous l'abordez d'une quelconque manière, vous allez échouer. Mais vous devez savoir toutes ces choses ici pour nager, comment le monde vous regarde. Je vais courir et souffrir pour cela. Je parle vite de l'intelligence économique stratégique qui est un guide. Parce que n'oubliez pas que dans l'intelligence économique stratégique, il dit ceci. Voilà leur philosophie. Aucune nation ne peut construire la stabilité de sa richesse sans l'inclusion internationale. En d'autres termes, avant que vous avanciez, vous devez avoir les rapports. Sans cela, ils vont faire quoi? La manipulation. Ils peuvent exporter. Je vous ai dit que la mondialisation n'apporte pas des opportunités, mais des conflits et des guerres qui sont latentes ou latentes, parce qu'il y a conflit et guerre. Ils peuvent exporter un conflit. Nous en avons vu. La ligne Mondata était correcte, mais pour le moment, on y a apporté quoi? Un conflit qui vous empêche d'évoluer. Alors, elle a mené cette intelligence économique stratégique. C'est-à-dire quoi? Obtenir ce qui longtemps vous était dépendant, sans l'apport de ces gens-là. Mais en ne pas froisser vos relations avec ces gens-là. C'est comme disait le genre que des gens ont dit, Kala Ingamu Kala Itekni. Bien que il y a des obstacles, mais vous pouvez aller vers votre ennemi, soutirer ce que vous avez besoin sans qu'il le sache. Ou bien auprès de quelqu'un qui vous dominait pendant longtemps, soutirer quelque chose sans que vos relations ne souffrent. Ça, c'est la mondialisation aussi. Alors, revenons dans le cas de Bambou. Pour nous, nous ne devons plus exporter ou bien laisser nos richesses aller comme ça. Il faut les transformer en une valeur. L'objectif, c'est quoi? Transformer les grands bambous en terroir productif, intégré au champ des valeurs. Il faut que le produit qui sort des grands bambous ait une valeur. On ne doit pas les vendre ou les exporter seulement brut comme ça. Et ils vont. Alors, s'il faut ajouter l'aspect géopolitique, la géopolitique a engendré, la mondialisation a engendré la géopolitique, qui est l'étude géographique liée à la politique. On connaît ce qui est dans votre sous-sol, on connaît tout ce qu'il y a là-dedans, et on sait, on met des barrières. Si on les laisse affranchir cette ligne pour obtenir ceci, voilà, il va évoluer dans ce système qu'on sort. C'est pourquoi on parle de la géopolitique, mais aussi de culture. Quelles sont les cultures liées dans cet espace? Comment sont les chefs dans cet espace? Comment ils raisonnent? S'ils savent que ce sont des gens rebelles qui consortent, ils vont chercher comment les diviser, comment les affaiblir. C'est ça la géopolitique. Et même dans le placement des gens dans les institutions, ils tiennent compte. Quand ils savent qu'il y a des gens dans la terroir de Bangourou qui sont avertis, ils ne voudront pas les placer quelque part. Peut-être qu'ils vont s'apaisantir à chercher le moins averti. Les gens qui ne sont pas compétents, on les place et puis maintenant, ils les exploitent. Et vous allez dire, nous avons le monde comme il faut, quoi. Mais ils ne sont pas à la place qu'il faut. Parce qu'il y en a qui sont bons, qui n'ont pas voulu le prendre et qui créent un retard chez nous. Ça, c'est la mondialisation. C'est ça la géopolitique.
Et on vous parlera aussi de la sociopolitique, tout comme on vous parlera aussi de la pratopologie, politique plutôt. Je vous épargne de tout cela, vous trouverez ça dans les notes si possible. Alors la stratégie d'insertion internationale, c'est quoi? C'est l'intégration de la chaîne de valeur, c'est le positionnement régional, mais avec l'intelligence économique, il faut protéger certaines filières. Il y a des choses que vous ne devez pas partager avec qui que ce soit. Quand c'est l'âme de votre pays ou de votre terroir qui fait la fierté de votre pays, vous n'allez pas partager ça avec qui que ce soit. Il faut que ça soit pour le terroir. Si l'État s'en approprie, il faut que ce soit l'État qui régularise tout ça, parce que l'État, quand on parle de l'État, on voit des institutions qui dirigent ou qui ont le contrôle et des terres et des hommes. Alors, nous, ayant un État avec notre chef qui a la volonté de faire la revente du sol sur le sous-sol et faire des millionnaires, et là, on n'exclut pas les grands bandoudous, donc on ne peut pas partager ça avec les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, tout le consort. Non, il faut que ça serve pour la RDC et pour le terroir des grands bandoudous. Alors, il y a aussi la dimension géopolitique, comme je venais de parler ici. Le monde n'est pas une périphérie, et vous devez savoir, mais il est un verrou stratégique de la stabilité nationale. Regardez seulement la position du Grand Bandoudou par rapport à la ville-province de Kinshasa, avec tous ces cours d'eau. Vous avez les Kassai, les Kwango, les Kulu, les India, ainsi de suite. Vraiment, c'est très stratégique. Et ils le savent, les études ont été faites à tous les niveaux, sur le plan international, tout ce qu'on ils savent qu'une fois que vous donnez la possibilité à ces gens, c'est fini, vous n'aurez plus à les contrôler ou à les saisir. Mais notre président a saisi, il a compris tout ça, c'est pourquoi il vient auprès de vous. Alors, il y a aussi une doctrine liée à cela, à l'intelligence politique. C'est une théorie de neutralité, mais à l'avantage de l'intérêt général, pas intérêt commun. Une différence entre intérêt général et intérêt commun. Commun, un groupe d'individus, mais général pour l'ensemble de la communauté. Diplomatique, oui, pourquoi? Dans l'intelligence économique stratégique et la mondialisation même, il y a l'accélération des relations diplomatiques. Donc vous devez avoir des gens bien rôtillés, vers qui vous allez. Peut-être la solution se trouve avec votre ennemi, mais vous devez savoir comment les soutirer ça. C'est pourquoi on parle de l'intelligence économique stratégique, donc il y a la partie diplomatique qui doit être accélérée par la stratégie mettre en place. Pourquoi l'intelligence économique stratégique? C'est parce que c'est une arme économique. Mise en valeur du système de l'intelligence économique stratégique dans le Bandoudou, c'est la création de cellules, comme il a dit. Créer une cellule d'études stratégiques où vous ne devez pas permettre à des non-originaires d'y pénétrer là-dessus. Dans le pays où moi je viens, il y a des universités. Si vous n'êtes pas américain, vous n'allez pas entrer. Vous n'allez pas entrer. Parce qu'ils utilisent les stratégies, comment dominer le monde, comment être bénéfique dans le monde, comment être toujours supérieur. Ils ne voudront pas que les étrangers entrent là-dessus. Donc la cellule des grands bandoudous ne devrait pas accepter qui que ce soit, si vous n'êtes pas du terroir, du grand bandoudou. C'est pour le stratégique développement du grand bandoudou. Et c'est cette cellule-là qui est très importante à créer. Protection des ressources, comment protéger nos ressources. Si nous les lapidons maintenant, et les générations qui viendront après nous, 50 ans, 60 ans après, qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Comment vont-ils vivre? C'est la raison pour laquelle cette cellule devra étudier. Où peut-on commencer et s'arrêter où? Même si on doit exploiter, voilà les limites. Qui a le droit d'exploiter? C'est si pour quel intérêt, ça sert à qui? Donc, c'est la cellule qui doit étudier, et même pour le fonds. Négociation stratégique, il faut des contrats avec le privé, avec l'État, avec le niveau international, et puis l'intelligence territoriale. Nous avons des ressources. Comment les utiliser? Avec qui les utiliser? L'objectif, c'est quoi? Décider sur la base d'informations, pas d'improvisation. Pour ceux qui étaient nés avant ou pendant la période des indépendances, il y a ce qu'on appelle le corps de la paix. Ils étaient dans le monde entier. Et ce sont parfois des Américains qui venaient même en province chez nous, ils étaient partout. Ils venaient étudier, voir quelles sont les richesses qui sont ici,
comment ces gens se comportent. Celui qui a l'information, c'est celui qui dirige le monde. Alors si vous avez des informations, vous pouvez protéger les autres. Mais si vous n'avez pas d'informations, vous ne saurez pas protéger vos ressources, que ce soit même les hommes, dans l'ensemble tel que vous êtes là. Si on constate que vous êtes talentueux, on peut vous prendre, vous amener quelque part simplement pour bloquer. Et nous avons vu ces systèmes-là dans les équipes de football. Les joueurs qui brillaient ne restaient pas longtemps dans ces équipes-là, on les vendait. C'est pour affaiblir, mais même aussi pour les ressources humaines. Quand on constate que vous avez de talents par-ci, par-là, on voudra bien peut-être le placer là-bas, parfois les garder, pour qu'il n'ait plus la capacité ou l'aptitude de beaucoup réfléchir ou de beaucoup mettre des stratégies en place. Donc, la cellule devra protéger même ses ressources humaines. Alors, il y a plusieurs modèles de cette stratégie, à la production locale, connexion et puis projection. Il y a aussi les risques. Les risques, c'est géostratégique. Je préfère la géo que les états généraux. Les états généraux, ce sont des choses qui sont pratiquement génériques. On va faire des constats, des sites consorts, c'est révolu. Et dans la plupart de ces états généraux, on appelle même les étrangers. Toi, tu as des problèmes avec ta femme et tes enfants. Tu vas appeler les voisins, oh, il y a un gars qui a un problème avec ma famille. Non, entre vous. C'est pourquoi ça devient géo, parce que c'est secret et interne, que vous ne devez pas divulguer aux autres. Les recommandations, il y en a plusieurs, donc nous en avons cité quelques-unes comme la création de cellules et interdire la progression d'exportation bride et faire de Bandundu un projet pilote de souveraineté économique en RDC. J'ai dit bien souveraineté économique, c'est-à-dire un modèle d'économie autonome, pas hétéronome. Hétéronome, c'est-à-dire ce qui est influencé par l'extérieur et par les institutions étrangères. Mais autonome, c'est ce que vous voulez. Le besoin que nous avons, que nous ressentons dans nos villages, ce ne sont pas les banques mondiales, ces gens-là qui les... C'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons mettre comme stratégie? C'est quel genre de pompe devons-nous mettre? Ce n'est pas ces gens-là. C'est pourquoi ils vous imposent souvent l'économie ou le développement hétéronome. Mais nous ne devons pas tomber dans ces pièges que ce soit autonome. Même ce que nous mangeons, c'est nous-mêmes qui décidons. Ce n'est pas eux à nous envoyer des semoules plantés avec des produits chimiques, avec des organismes génétiquement modifiés. Le lait, le bois, tout ce que nous consommons modifié avec des produits chimiques. Après quelques temps, on a des maladies. Or, nous n'avons pas de laboratoire pour détecter ce genre de pathologies. Il faudrait que nous-mêmes nous décidons. Nous avons nos poissons, nous voulons manger nos mycélies. Les mycélies ont une capacité d'augmenter l'immunité du corps et les os. Ça, c'est lié à la province des Bandundu. Les autres, quand vous allez ailleurs, ils ont aussi leur alimentation. Ce qui fait que la capacité immunitaire d'un individu est liée aux substances nutritionnelles qui viennent de son sol. Ce qui fait qu'il peut y avoir une erreur d'administration de produits médicaux à une personne dont la capacité immunitaire est différente ou est liée à ces substances nutritionnelles de son sol. C'est pourquoi on est lié à ces sols. Nous, avec nos mycélies de Mi-Congo, voilà ce que ça augmente. On pouvait développer une médecine, comment rendre les os très forts en consommant les mycélies. Mais vous ne le savez pas. Et parfois, quand vous dites ça, les gens se moquent de vous. Alors que c'est une richesse. Voilà, vous ne le savez pas. Vous comprenez? Et il en est de même pour certains plans. Il y en a plein qui contribuent à la capacité immunitaire de notre corps et même le développement de notre cerveau. Donc ne vous sous-estimez pas parce que vous venez de vendre de vous, on vous dit que vous consommez ceci, cela. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Mais ce qui est important, c'est ce qui sort dans votre cerveau et ce que vous faites et ce qui vous donne de la considération auprès des autres. Et non pas ce que vous criez, ce que vous chantez. Ça n'a pas d'importance. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Le développement des grands Bandundu avec le plan de sauvetage que nous proposons, que nous avons essayé de monter, si ça peut monter des instances jusqu'à la cellule et nos autorités, que ce soit religieuses, administratives, politiques, des grands Bandundu, si, j'ai dit dans si, politique, ça arrive à ce niveau-là, c'est comme je l'ai dit là-bas, mais alors comment pour ces plans-là, il nécessite une approche intégrée, coordonnée et orientée vers la transformation structurelle de l'économie. Sans énergie, sans route, sans transformation locale, lacune
richesse, aucune petite richesse naturelle ne peut produire le développement rural. Alors, le Grand Bandundu n'est pas seulement un problème de développement, c'est une question de souveraineté économique et géopolitique. Donc, en soi, ce n'est pas un problème de développement, mais c'est une question de souveraineté économique et géopolitique. Qu'est-ce que les Grands Bandundu veulent? Et non pas vous imposer, il faut aller faire ça dans les Grands Bandundu. Et dans la mondialisation aussi actuelle, les Grands Bandundu ne gagnent pas parce qu'ils ont telle ou telle richesse, mais parce qu'ils ne sont pas organisés, stratégiques dans leur intelligence utilisée. Et je peux vous rassurer que dans plusieurs institutions, il y a les fils et les filles des Grands Bandundu. Ils sont nombreux dans les institutions que vous n'avez pas voir. Mais nous n'arrivons pas. Chacun veut faire des actions personnelles. Dans son coin, il a fait ça. Mais ça n'a pas d'impact cette fois. On ne montre même pas ça comme dans d'autres provinces. Il faut que ça arrête. Si nous, notre génération, nous avons échoué avec un tel comportement, cela ne devrait pas être le cas avec vous. À partir d'aujourd'hui, prenez conscience que nous avons tout intérêt de mutualiser nos forces, nos intelligences, pour que nous sortons de cet endroit qu'on appelle quartier latin. Ne vous sous-estimez pas. Alors, ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons lever la tête haute, parler avec fierté, marcher avec fierté, parce que nous savons qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons et d'où nous venons et qu'est-ce que nous voulons. J'ai dit, je vous remercie. Pourquoi nous avons, avec le professeur Kumabweni, répondu à l'invitation du comité de l'université de Bandundu, la jeunesse étudiantine de l'université de Bandundu, pour tenir cette conférence. En marge, bien sûr, de la conférence des gouverneurs, qui, il ne faut pas oublier, c'est une tribune, mais nous l'exploitons comme une boîte à idées. C'est-à-dire que nous voulons donner aux 3 gouverneurs du Kwango, du Kulo, de Maïndombe des idées. Et je puis dire que de notre conférence, c'est dégagé 2 idées phares avec mon collègue. La première idée, elle est globale. Nous demandons que le gouvernement puisse préparer un programme de sauvetage d'urgence pour la province de Bandundu, de l'espace de Bandundu. Vous savez, nous n'avons aucune industrie. Tout s'est effondré. Alors, la deuxième idée est beaucoup plus locale, mais elle englobe tous les restes. C'est quoi? C'est que nous constatons que la position privilégiée qu'occupe la ville de Bandundu, qui est un carrefour fluvial reliant Kinshasa, Kipouté et Ilebo, et qui dispose d'une énergie électrique abondante et stable. Nous disons que ce facteur-là peut aider l'autorité à ériger la ville de Bandundu en zone économique spéciale, de manière à attirer les investisseurs pour la mise en valeur de ressources que recèle cet espace. Il y a l'huile de palme, disons tout ce qui est agriculture, et nous ajoutons quelque chose qui est souvent dont on ne parlait pas, c'est le pétrole. Tout au long du Kasaï, dans les Djoumassia, il y a du pétrole. Et nous pensons que le pétrole est la grande promesse du décollage économique du Grand Bandundu. C'est pourquoi nous invitons l'autorité gouvernementale et provinciale de se pencher à ces problèmes pour que le Bandundu ne soit pas un parent pauvre de la République qui ne contribue qu'à peine qu'à 1% du budget. Alors que dans les temps, pour ne parler que du Kulu, c'était une province pilote sous le gouverneur Norbert Letta. Province pilote, ça voudrait dire que c'est une province qui avait connu un taux de croissance élevé, qui était très dynamique sur tous les plans. Et nous voulons que cela devienne pour le grand espace de Grand Bandundu, qu'il puisse s'élever pour que dans cette mondialisation, qui n'oppose pas seulement les nations, mais qui oppose aussi les entités administratives en termes de valeur ajoutée, que l'espace Grand Bandundu puisse tirer profit de la politique que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train d'organiser avec le ministère de l'entrepreneuriat qui a été créé et tous les services spécialisés
pour que les jeunes, nous avons insisté, comme cette conférence a été donnée, demandée par la jeunesse estudiantine de l'Université de Bandundu, que les jeunes puissent se prendre en charge, se mobiliser pour, si vous voulez, exploiter les créneaux que le gouvernement a ouvert, que le marché a ouvert, pour que des petites et moyennes entreprises puissent naître dans cet espace. Voilà, merci. C'est que je voulais. Merci. Et ce plan-là a des priorités. La première a été déjà annoncée par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, avec le secteur énergétique. Et ça, c'est déjà quelque chose qui nous avantage. Alors, il y a un autre aspect de ce qu'on doit retenir dans l'axe, ce sont des infrastructures. Nous ne les avions pas encore. Mais le président est en train de faire un effort. Lui seul ne pourra pas tout faire. Dans le cadre des grands Bandundu, si les fils et les filles des grands Bandundu s'unissent, ils peuvent chercher comment réunir des fonds pour certaines infrastructures stratégiques. J'ai dit bien stratégiques. Ce sont des infrastructures qui peuvent faire de Bandundu un pôle économique ou la zone économique spéciale, où nous deviendrons une force incontournable dans la République démocratique du Congo. L'autre axe, c'est l'axe de connaître les enjeux sur le plan de la mondialisation, sur le plan international et de la géopolitique aussi. Nous ne devrons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Ce n'est pas parce que vous allez à la chasse, vous avez besoin de gibier et vous allez à n'importe quel coin où vous risquez d'être piqué par des serpents venimeux ou bien des abeilles, quoi tout consort, et vous n'aurez pas attrapé la bête. Donc la mondialisation et la géopolitique peuvent être des serpents venimeux, bien entendu, et elles n'apportent pas que des dangers, il y a aussi des opportunités. Mais il faut savoir où on met les pieds et à qui s'adresser ou à qui faut-il s'unir pour faire ce que l'on veut et non pas être imposé de ce qu'on ne veut pas. Donc c'est ça l'essentiel de notre intervention. C'est ainsi que nous parlons d'un plan de sauvetage avec des axes prioritaires ou d'urgence, avec des pistes comment trouver les moyens de les financer. Alors si cela vous intéresse, propagez ça, allez donner à toutes les instances ou des institutions provinciales. Elles n'ont qu'à étudier, apprécier, prendre ce qui est bon et laisser le reste. Mais ce que nous voulons tous, c'est ce que cette province change. Vous n'avez pas vu les réseaux sociaux? On nous critique, on nous insulte pas mal à cause de l'état de notre province chef-lieu de Bandundu. Est-ce que nous, ça nous arrange? Et nous allons continuer à encaisser des choses comme ça, comme s'il n'y a pas des filles et des filles de Bandundu qui ont étudié, qui peuvent réfléchir. Voilà, il n'est pas interdit à qui que ce soit de réfléchir sur son sort, sur sa situation, sur sa communauté, sur sa province. Ce n'est pas interdit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en train de nous entretenir avec la jeunesse estudiantine. Oui, voilà. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la ville de Bandundu, province de Kwilu. Alors l'actualité oblige aujourd'hui, les gens parlent de l'actualité politique aujourd'hui. Que pensez-vous de la révision ou changement de la Constitution? Ben, c'est une question pertinente, mais ce qui est vrai, comme je le disais, nous, dans notre parti politique, nous avions connu une personne légende, icône, le docteur Etienne Tshisekedi, qui disait ceci: s'il y a une chose dans votre vie que vous ne voudrez jamais hypothéquer, c'est votre liberté de penser, de réfléchir et de s'exprimer. Il n'est pas interdit à qui que ce soit de réfléchir sur son sort. Si le peuple estime que sa constitution nécessite d'être révisée, on doit le faire. Mais moi, ce que je sache, je n'ai pas entendu le président Félix Tshisekedi a dit qu'on va changer la constitution. Il a dit on va la réviser. C'est-à-dire qu'il y a des articles qu'on va toucher. Vous comprenez? Et cela est accepté et même autorisé par
la Constitution elle-même. Par conséquent, ça ne devait pas faire un tollé. Mais pourquoi ça fait ça? C'est parce que les gens ont peur de voir le changement avec tout son impact. Pourquoi? L'ancienne Constitution, là, elle regorge des articles qui ont hypothéqué même la souveraineté de ces pays. Vous comprenez? Par conséquent, moi j'estime que c'est tout à fait normal que nous puissions réviser notre Constitution pour qu'elle soit un moteur de vecteur, ou un moteur plutôt de développement et même de la relance de notre économie avec des institutions fortes et des animateurs aussi intègres. C'est la Constitution elle-même. Il ne faut pas que tout le poids revienne au président. Si vous voulez prendre, par exemple, je vous donne un exemple, une décision pour protéger vos carrières, écoutez-moi, suivez-moi bien, les carrières de pierre pour fabriquer ce qui est développement durable comme mobilier, tout consort, vous n'allez pas vendre ça aux expatriés. Et vous allez encore maintenant aller acheter les briques, les pierres auprès de ces mêmes personnes. Et quand maintenant on va être dans le besoin, on va auprès du président. Le président intervient. Non, mais parce que vous n'aviez pas été averti ou bien conséquent en laissant tout aux mains de ceux qui sont en train de modifier cette constitution. Mais si la constitution dit telle ressource, on ne peut jamais la vendre. Je prends encore un autre exemple. Dans certains pays, leur constitution interdit qu'un étranger puisse avoir un espace d'activité dans un rond-point. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Et s'il fallait demander la permission au président, pas question. Il faut que ce soit dans la Constitution. C'est elle qui règle tout. Voilà la raison pour laquelle nous voulons qu'elle soit révisée. Merci.